BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H avec nos invités. Tout d'abord celui qui fustige la société des rentiers, qui vit aux dépens des travailleurs, qui nous prédit encore des jours sombres. Celui pour qui la France est en train de devenir la Lozère de l'Europe. François Langlais, bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'être là. Une maison que vous connaissez bien, évidemment. Oui. Vous publiez « Tant pis, nos enfants paieront ». Un livre que vous publiez chez Albin Michel. Vous nous direz pourquoi vous fustigez. Il y a des moments aussi intéressants, notamment vous critiquez l'euro. C'est vrai que certains peuvent demander si vous, par un soutien à demi-mot de certains pour qui l'euro est absolument l'horreur, en l'occurrence le Front National, on va y revenir. Et puis, face à vous, pour éviter peut-être l'entre-soi, hein, François, un des brillants esprits qui dirige Génération Libre, Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, surtout que vous rentrez du Rwanda pour nous, pour François Langlais, donc ça va être intéressant. Et puis on parlera de cette proposition que j'ai souvent mentionnée ici à BFM, où vous dites qu'il faudrait supprimer une grande partie des aides de l'État aux entreprises, hein, qui représentent quand même 130 milliards d'euros. On oublie que à ce moment-là, on pourra baisser d'une manière drastique les impôts. On oublie que les premiers assistés dans ce pays, c'est les entreprises. Hein. Le RSA, c'est 7 ou 8 milliards. Le RSA, c'est 7 ou 8 milliards par an. Les entreprises, c'est 130 milliards d'aides par an. Eh ben voilà. Et en plus, il est libéral. On verra ça. François Langlais, lorsque vous dites qu'on est dans une société de rentiers, que tout ça se fait sur nos dos, nous, travailleurs, est-ce que vous forcez pas un peu le trait ? Je pense pas. Si vous voulez, il y a eu une inversion il y a une vingtaine ou une trentaine d'années qui a été confortée par l'adoption de la monnaie unique, où on a fait de la monnaie le fixe, le point fixe, à charge pour les différents acteurs de l'économie, c'est-à-dire notamment les gens qui travaillent, mais aussi les entrepreneurs, de s'adapter. Et en ce sens-là, si vous voulez, en économie, il y a toujours une incertitude, toujours un risque lié à l'activité d'entreprendre, et puis au fait que rien n'est forcément prévisible. Et il y a des rapports de force pour essayer de facturer l'incertitude aux autres, de façon à garder le maximum de sécurité pour soi. Et on voit bien que pendant les 30 Glorieuses, c'était plutôt les salariés qui avaient la certitude, avec évidemment le fonctionnement du marché du travail, et puis toutes les institutions de l'époque, et que la situation s'est inversée au début des années 80 et de façon encore plus nette aujourd'hui. Ça correspond, de façon assez curieuse, au vieillissement, à l'entrée dans la maturité d'une génération, celle des baby-boomers. Les fameux. Mais est-ce qu'on leur met pas tout sur le dos ? Il ne s'agit pas de les pointer en tant que... Je veux dire, il n'y a pas eu de complot. Mais reste que cette génération, c'est assez trop... Il y a toujours eu des générations qui ont de la chance dans l'histoire. Hein. C'est assez ordinaire, puisqu'évidemment, il y a des guerres, des périodes de paix, des périodes de prospérité, etc. Mais celle-ci, ce qui est troublant, c'est que, quel que soit l'âge de sa vie, elle a trouvé les portes ouvertes. C'est-à-dire qu'elle est entrée sur le marché du travail dans les années 70, 60... Sans problème. Sans problème. Elle a constitué son patrimoine en remboursant ses dettes avec une monnaie dévorée par l'inflation, sans problème. À partir du moment où elle est entrée à plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'elle avait acquis le patrimoine, comme toujours, elle a justement impulsé un changement de paradigme où on a proscrit l'inflation de façon à conserver la valeur de l'argent et du patrimoine. Et aujourd'hui, elle entre à la retraite au zénith du système de redistribution. Ce qui n'est pas le cas pour nous qui arrivons quelques années plus tard, et encore moins pour... Encore moins pour ceux qui nous suivent. Voilà. Et pour Gaspard Koenig, qui nous suit un petit peu, quand même un peu plus jeune que nous. Mais moi, je trouve que c'est très important de le souligner, parce qu'en effet, ça fait suite à des travaux que vous citez d'ailleurs, les travaux de Chauvel, les travaux de El Karoui sur les générations, les cohortes de génération en France. Et c'est quelque chose qu'on finalement souligne assez peu, surtout dans le discours public ou dans le discours politique. Et c'est intéressant de trouver, je trouve, derrière le phénomène des rentes. On parle constamment, les rentes des taxis, les rentes des notaires. C'est pas nouveau, en plus. Évidemment. Mais c'est justement intéressant de mettre en lumière toutes les couches sous-jacentes et la manière dont finalement la société a fait système pour protéger un certain nombre de gens, et la manière dont l'État-providence, qu'on peut critiquer pour plusieurs raisons, a été aussi installé. Ces régulations ont été conçues pour protéger une certaine génération au détriment de ses enfants, ce qui est particulièrement injuste. Et c'est vrai qu'il faut... Par exemple, aujourd'hui, vous avez encore les cartes seniors qui permettent d'avoir des réductions dans les musées, à la SNCF, etc. Mais c'est absurde, ils sont beaucoup plus riches que nous aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des cartes actives, il faudrait que les seniors payent 20% de plus quand ils prennent le train ou qui vont dans les musées. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le modèle de l'après-guerre
où c'est vrai le qu'on n'a vieux pas est changé. pauvre. Alors justement, c'est pour ça qu'effectivement on avait mis la retraite par répartition et tout ça. Mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les effets de richesse se sont complètement inversés. Et notamment, et vous écrivez du reste dans votre livre, François, je vous cite, la crise est vécue non sans raison comme la conséquence d'erreurs de politiques économiques, d'une forme d'inconséquence et de la cupidité. On va laisser les banquiers un instant de côté. Oui. On s'est trompé, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé notre pays sur le plan économique ne font que se tromper. Et ils vont encore se tromper en 2017 ? Ce qui est frappant quand on regarde sur longue période, c'est qu'en gros, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80, la France a fait vivre son modèle avec le couple inflation-dévaluation. Ouais. En gros, on a fait payer les rentiers, c'est-à-dire les détenteurs de capitaux. Et puis, pour des raisons qu'on connaît, on a choisi l'Europe, on a fait le pari de l'union monétaire. Dévaluation interdite. Ouais. Politique du franc fort. Et l'inflation aussi interdite. Hein. On voit bien aujourd'hui les difficultés qu'on a justement à rebooster l'inflation. Face à ces difficultés, puisque pour la France c'était une difficulté d'adapter son modèle à ce nouvel environnement, on s'est précipité vers un nouvel exutoire, la dette. On s'est endetté massivement, malgré les quelques périodes de croissance qu'on a connues d'ailleurs à la fin des années 80 ou à la fin des années 90. Et puis, la dette, à partir de 2007-2008, la crise a été interdite. Donc, les deux routes que nous avions prises au cours du XXe siècle, la dévaluation et l'endettement, sont désormais impossibles. Ouais. Les deux présidents qui se sont succédés, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont les premiers à expérimenter ce régime. Ni l'un ni l'autre n'ont anticipé cette extraordinaire contrainte qui se traduisait par la nécessité de s'intéresser à la compétitivité. Pas seulement le coût, c'est-à-dire pas seulement les salaires, mais aussi la qualité de la ressource humaine et bien sûr la qualité des on en a parlé, mais en tout cas dans les actes ça ne s'est pas traduit, ou du moins d'une manière insuffisante. Notez quand même que les deux présidents arrivent avec un diagnostic erroné sur les problèmes français, ce qui leur fait faire des politiques erronées au tout début de leur quinquennat. Petit à petit, l'un et l'autre arrivent à la vérité, en quelque sorte, ou au moins à des politiques plus rationnelles, mais c'est tardif et c'est en tout cas insuffisant. Et moi, je me demande si la conséquence logique de tout cela, dans la mesure où effectivement il n'y a plus ni de dévaluation ni d'inflation, et si on reste dans la monnaie unique, c'est pas la restructuration de dette. Si, je partage tout à fait votre sentiment. C'est évident, ces dettes ne seront pas payées. Donc, et ces restructurations de dette seraient aussi le moyen de donner de l'air à la nouvelle génération, à ceux qui prennent des risques, et pour le coup via essentiellement les assurances-vie qui sont les principaux détenteurs de dettes françaises, de faire payer finalement cette génération et de lui dire nous n'allons pas payer les dépenses que tu as déjà consommées. Parce que 95% de la dette qui a été levée, c'était pour financer des dépenses de fonctionnement, pas des dépenses d'investissement. Ou de redistribution. Il est hors de question qu'on passe notre vie à repayer un train de vie dont était déjà joui. Comment faire s'asseoir dessus ? J'observe, Edwige, que cette politique de taux négatif qui hérisse tant les Allemands, c'est un début de commencement de redistribution intergénérationnelle. Parce qu'on va prendre sur le stock d'épargne accumulée, qui est globalement détenu par les plus de 50 ans, pour ne pas taxer les autres et avec la perspective que justement, compte tenu du fait que les taux sont plus faibles, ils peuvent s'endetter et investir. Et c'est tout le problème que rencontre l'Allemagne, qui est un pays vieillissant, on sait bien, qui a des assurances vie colossales, et du reste, c'est pour ça qu'il... Tout à fait. Mais nous aussi, on va l'avoir ce problème, dans des proportions un petit peu moindres. Mais malgré tout, même si la France a une natalité supérieure, c'est un pays qui vieillit. Et ça peut être aussi d'ailleurs une piste pour l'Europe, parce que quand on voit la manière dont les États-Unis se sont constitués, en fait, c'était d'abord une union monétaire, avant d'être une union budgétaire au cours du XIXe siècle. Et donc quand on dit on a fait l'euro, c'est une folie, parce que c'est pas une union budgétaire, mais c'est comme ça que les États-Unis ont marché. Et comment ils sont arrivés à l'union budgétaire ? Par la faillite des États. Les États ont fait faillite les uns après les autres, et du coup ils ont dû mettre en place des processus communs. Et donc ça pourrait être un destin européen, un fonds de restructuration collectif qui permet de couper ces dettes. On ne peut pas traiter de tous les thèmes que vous traitez, François, évidemment, dans votre livre. Je voudrais quand même, il y a 2-3 points un peu qui cristallisent du reste un peu les débats actuels, notamment le retour du protectionnisme. C'est un point très fort. Vous y revenez largement. Et vous dites que le besoin de protection s'est substitué au besoin de liberté. Et un peu, c'est les politiques qui ont été conduites qui mènent à ce besoin. Et on voit bien que, notamment, les Français ont besoin de ce protectionnisme. Est-ce que c'est incompatible avec une politique plutôt libérale, avec la mondialisation qu'on est en train de conduire? C'est évidemment la question clé. Il faut trouver le bon. Je ne sera pas d'accord avec vous, donc. Il faut trouver le bon réglage, si vous voulez. J'observe qu'effectivement, la demande de la société, alors quel que soit, on peut dire, les Français sont déjà trop protégés, tout ça est peut-être vrai. Reste que dans tous les pays du monde, les gens veulent
des frontières et des protections. Ça n'était pas le cas il y a 25 ans. Et de ce point de vue, il me semble qu'on vit l'exacte symétrie de 1989 où le mur de Berlin est tombé. Les murs se reconstruisent partout, parce que les peuples le souhaitent. Alors on peut les considérer comme des arriérés, dire finalement, nous les élites, nous savons où nous allons et il faut faire de la pédagogie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Et les populistes ne cessent de progresser. J'observe que on a déjà connu des périodes comme ça dans l'histoire, et que à chaque fois, le populisme n'est pas mort de lui-même. Il n'a même pas été tué par le retour de la croissance. Il y a des pays où il y a la croissance. Non, mais c'est la crise économique quand même qui fait, à la source, à l'origine. Regardez quand même la Suède, pays qui a fait 45% de croissance depuis 2001. Il y a des populistes très importants. Regardez la Norvège, qui a un trésor avec ses hydrocarbures. Il y a des populistes très importants. Donc c'est un phénomène qui dépasse largement, je crois, la crise, même si, je vous rejoins tout à fait, la crise joue un rôle clé. Mais le populisme ne cesse que lorsque les partis traditionnels et les élites d'un pays admettent qu'il y a un stress dans l'électorat et qu'il faut le traiter. Oui, mais quand on dit Gaspard Koenig. Quand on dit le peuple, il faudrait savoir qui dans le peuple, parce que non, mais qui vote? Gaspard, je crois qu'il ne faut pas toucher votre micro. Qui vote pour le protectionnisme aujourd'hui? C'est plutôt précisément les gens que vous dénoncez, les rentiers que vous dénoncez dans votre livre. Quand vous regardez la constitution de l'électorat sur le Brexit, c'était intéressant de noter, c'était partagé par revenu un petit peu, mais c'était aussi partagé par mode de vie. 75% des non-blancs, puisqu'on a ces statistiques au Royaume-Uni, 75% des musulmans ont voté pour l'Union européenne. Aux États-Unis, Trump est soutenu par ce qui reste de l'homme blanc sans diplôme. Et ça devient, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une frange minoritaire de la population. Donc moi j'ai l'impression, enfin en tout cas ça serait la version positive, que cette montée des populistes c'est un peu le chant du cygne du vieil homme blanc. Et que sa dernière possibilité d'essayer de gagner le morceau et de compter ses abattis. Et que à cela devrait se substituer une société post-nationale, beaucoup plus ouverte, où les nationalités et les frontières précisément deviendront des éléments culturels plus que des éléments de politique publique. Pardonnez-moi, mais si c'est un chant du cygne, il est assourdissant. Ah oui, il est violent parce que c'est une crise, parce que c'est la fin. Regardez Trump et Clinton qui sont au coude à coude. Regardez l'élection en Autriche. Regardez l'AfD le week-end dernier en Allemagne. Prenez le Brexit, la démographie. Oui, bon, ça c'est que dans 10 ou 20 ans, les pro-européens, si on prend les mêmes cohortes, sont largement majoritaires. Je pense qu'il y a une petite correction à faire de l'analyse. L'analyse régionale est très intéressante. On voit bien que ce sont les régions qui désindustrialisées. Voilà, on a bien pu Mais l'analyse sur les générations me paraît quand même assez faussée par le fait que grand nombre de jeunes n'ont pas voté. Oui. C'est-à-dire que la phase ultime de la contestation, et notamment les jeunes dans des conditions économiques difficiles, ils n'ont pas voté. Alors, sur le Brexit, on est revenu sur ce constat. C'est-à-dire que on a dit d'abord que les jeunes n'avaient pas voté, puis il y a eu de nouvelles enquêtes, de nouvelles analyses. En fait, les jeunes auraient davantage voté. Mais moi, je prendrais encore différemment. Je dirais, les jeunes ne votent plus. Ils sont très impliqués en politique, mais le bulletin, ne correspond plus à la manière dont ils font la politique. Et il va falloir adapter notre politique à cette génération digitale qui est habituée à fonctionner par app, à fonctionner à l'immédiateté et à exprimer ses besoins de manière personnalisée. Quelqu'un de la génération un millénium ne peut pas se reconnaître dans un grand parti politique. Et donc, pour vous, alors, ne peut pas se reconnaître dans ces grandes catégories. Parce que justement, c'est l'abolition. Par rapport à la position de François, vous pensez que les frontières, elles vont disparaître naturellement? D'abord, je le pense et je le souhaite, et c'est aussi la mission de ne pas abandonner la partie aux populistes, et d'essayer de convaincre les gens. Mais donc la mondialisation, on la continue. Et en plus, les gens profitent. Les gens ne savent pas qu'ils profitent de cette mondialisation. On dit toujours, les perdants de la mondialisation. Regardez Alstom, par exemple. Mais les perdants de la mondialisation, je suis désolé, ils utilisent EasyJet, ils utilisent des téléphones portables, ils utilisent Blablacar, et ils achètent des produits qui viennent du monde entier à des prix complètement cassés. Juste deux remarques. D'abord,
je pense qu'il faut faire le départ entre ce qu'on souhaite et ce qu'on observe. On peut souhaiter la disparition des frontières, c'est pas du tout ce qu'on observe. J'entends bien. D'accord. Pour un tas de raisons qui ne sont pas seulement économiques, d'ailleurs loin s'en faut, mais qui tiennent quand même à l'exaspération des particularismes et au grand vent. On peut considérer que c'est vrai ou pas. En tout cas, les gens ont le sentiment que les vents de la mondialisation mettent en péril leurs fondements culturels et économiques. Première observation. La deuxième, gagnant-perdant. Oui, sans doute, le fait d'avoir des prix bas est un élément. Maintenant, si vous perdez votre boulot, vous pouvez avoir des prix bas, vous êtes quand même en insécurité supérieure à une situation où vous aviez un boulot et des prix plus élevés. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des boulots. Il y en a aussi. Et il faut aussi regarder au niveau de l'Europe et du monde. C'est assez intéressant. On parle toujours de notre pays, mais quand on voit, dans cet article, je mentionnais la Roumanie, que je connais bien, la Roumanie, boum, grâce à l'Europe, grâce aux travailleurs détachés. Quand on va en Chine, en Inde, en Afrique, on voit qu'alors là, c'est des pays qui acceptent, mais sans aucun problème, en particulier l'Afrique d'ailleurs, qui oui, mais allez expliquer ça à des Français. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Se placer dans l'intérêt général. Tout dépend des contreparties. Un dernier mot là-dessus et après on passera à une autre polémique. Non, la Roumanie, pour le coup, moi je suis très content que les Roumains booment, mais pour le coup, le destin de la communauté nationale française m'intéresse davantage. En ce sens-là, je suis moins internationaliste que vous. Oui, et j'observe que s'ils booment, c'est parce que on expédie de pauvres diables avec des conditions salariales éhontées, des conditions de logement, etc. On va pas revenir complètement sur la directive des travailleurs détachés. L'inspection des finances a bien montré, juste quand même, je rappelle, parce que c'est un chiffre intéressant, que en fait, avec toutes les exonérations de charges sur les bas salaires, aujourd'hui, le travailleur détaché coûte à peu près la même chose. 1173 euros contre 1160 pour un... Exactement, et c'est peut-être des mecs qui ont vraiment envie de bosser et que les gens embauchent parce qu'ils ont... il nous reste, vous savez, ça passe quand même très très vite. Sur l'euro quand même, sur l'euro, François Langlais, parce que c'est vrai qu'on se pose des questions, vous êtes toujours, et c'est pas la première fois, très critique sur l'euro. Voilà. Vous dites que la critique du Front National n'est pas complètement absurde. C'est vrai. Donc allez-y, expliquez-nous. Je pense que après, si vous voulez... peut-être un peu la contradiction. Sur le fond, on a adopté l'euro sans lire le mode d'emploi sur la boîte. Oui. C'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où on faisait de la fixité... C'est ça la volonté politique. Oui, mais si vous voulez, la volonté politique, alors à ce moment-là, allons jusqu'au bout. C'est-à-dire que ceux qui l'ont adopté, pour autant que je me souvienne, c'est Lionel Jospin, auraient dû travailler la compétitivité. Ils n'ont pas fait, ils ont fait le contraire. Bon, et tous ses successeurs ont fait le contraire. Donc on ne peut pas adopter quelque chose d'extrêmement contraignant et puis faire semblant qu'il n'y a pas de contrainte. Alors pour autant, faut-il sortir de l'euro ? C'est une question qui, au fond, ne me paraît pas très intéressante parce que. Mais vous êtes pour ou contre la sortie de l'euro ? Je suis contre ceux qui la proposent parce que. Non, mais sur le fond, on oublie les autres. Vous êtes un économiste. Sur le fond, non, je suis journaliste économique. Oui. Sur le fond, je ne pense pas que ça soit la priorité, qu'il y a d'autres choses plus intelligentes à faire aujourd'hui, notamment préparer la montée en gamme de l'économie qui vaudra quel que soit le cas de figure. Je pense que l'euro ne tiendra pas. Je pense que l'euro ne tiendra pas. Pas dans sa forme actuelle en tout cas, dans sa géographie actuelle, dans son fonctionnement actuel. Mais j'observe que ceux qui le critiquent et qui voudraient en sortir, le Front National, le font tout simplement pour pouvoir imprimer des billets et distribuer des aides à tout le monde. Ça me terrifie. C'est exactement comme le type qui arriverait devant une voiture dont le moteur ne marche plus et qui voudrait changer les pneus. Très bien, une voiture qui a des pneus neufs, c'est pas pour ça qu'elle marcherait. C'est pour ça que, si vous voulez, je n'emboîte pas les pas de ces critiques de l'euro. Gaspard Koenig. Le Front National veut sortir de l'euro parce qu'il veut faire une politique d'économie administrée. Il faut me rappeler, le Front National, c'est aujourd'hui un Front National socialiste, dans les deux acceptions du terme. Et moi, je pense qu'on peut rester dans l'euro si on accepte le fait qu'à un moment donné, on restructurera les dettes. C'est la condition, en fait. Voilà. Je partage votre sentiment là-dessus. Je pense que c'est indispensable. Je l'ai dit d'ailleurs dans il y a déjà plusieurs années. Je suis persuadé qu'on y viendra. Alors sous une forme plus ou moins déguisée, mais l'histoire économique est jonchée de dettes qui ne sont pas remboursées. Par définition, une dette trop importante. Oui, mais pour l'image de l'Europe et de l'euro, on sait bien que c'est très important. Imaginez qu'on ne rembourse pas nos dettes, ça serait très. Ça peut être bien fait. Ou la mort. Ça peut être très bien fait. Vous pouvez faire plus on. Enfin la mort économique, j'entends. Oui, ce que disent les économistes, c'est que plus vous le faites en amont, plus vous préparez la restructuration, comme ça avait été le cas de l'Uruguay par exemple, mieux c'est accepté par les marchés et plus c'est facile à faire. Si vous êtes acculé, ça devient très compliqué. Et je finirai en citant le ministre des Finances de la dernière grande restructuration française, qui était celle de 1795 ou 16, Dominique Ramel, qui disait j'efface les conséquences des erreurs du passé pour donner à l'État un avenir. Voilà une belle phrase qui s'applique parfaitement résumé à notre situation. C'est vrai que l'arbitrage, il est là. Bon. Si vous voulez, la dette, c'est le poids du passé. 2017, une année un peu le va-tout peut-être pour la France. Vos propositions, François Langlais, du moins,
Quels sont vos souhaits, on va dire? J'ai pas vraiment de proposition, mais c'est plutôt une grille de lecture des offres qui vont se présenter à nous. Je pense que ils sont en train du reste, le sujet de la formation, que je trouve d'ailleurs étonnamment absent, d'après ce qu'on voit. Oui, il est là au maltraité, parce qu'on en est à une et un truc central. Enfin, pour le coup, ça ferait un objectif de quinquennat extraordinaire et qui pourrait mobiliser les gens. On a un système dont le rendement est très médiocre. J'observe d'ailleurs que pas plus tard que ce week-end, Madame Theresa May, la nouvelle première ministre de Grande-Bretagne, a proposé de réformer les grandes écoles prestigieuses britanniques en disant ça ne peut plus durer. Une conservatrice. Donc c'est bien la preuve que c'est un thème qui dépasse largement les clivages traditionnels de la politique et qui peut mobiliser tout le monde. Donc il y a ça. Pour le reste, il y a probablement, c'est compliqué de baisser les impôts, il faut probablement le faire. La proposition de Gaspard est intéressante. Je pense qu'il faut quand même garder quelques leviers et qu'a priori une entreprise qui investit a plus de raisons de bénéficier d'une fiscalité plus faible. Mais en tout cas, il y a un ménage considérable à faire dans le système. La simplification, et ça fera des économies. Rien que simplifier. Et stabiliser, ça serait formidable. N'en demandons pas plus. À supposer même qu'on reste au même niveau de prélèvement, si on simplifiait et qu'on stabilisait, on aurait un potentiel de croissance, je crois bien. Alors Gaspard Koenig, vous avez une méthode assez radicale. Vous dites, à la limite, on supprime d'une manière très importante les aides de l'État aux entreprises. Donc il y a un montant de 130 milliards. Je n'ai pas vérifié vraiment, je sais pas comment vous faites votre calcul, j'imagine qu'on peut le trouver sur votre site. Oui, absolument, tout est détaillé. Oui. Voilà. Et vous dites, à ce moment-là, hop, les impôts, on les fait tomber de 20% et en plus ça simplifie. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, donc les entreprises sont assistées via des dispositifs de subvention directe, de crédit d'impôt, via des dispositifs nationaux ou locaux. Il y a quand même 600 types d'aides différents pour les entreprises versées par l'État et 1200 par les collectivités locales. Et en moyenne, une région a 75 différentes agences pour aider à la promotion de l'entreprise, qui font travailler 12 000 fonctionnaires. Donc tout le monde essaye d'aider l'entreprise en donnant des subventions dans tous les bouts. Et de l'autre côté, on sait bien qu'on la taxe beaucoup trop, puisque selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, on est à 63% de taxes effectives contre 41% dans le reste. Alors pourquoi on ne rend pas aux gens la responsabilité et aux entreprises la responsabilité de leur argent? Si vous coupez 50 milliards d'aides sur les 130, vous ramenez l'IS autour de 20%. Et vous supprimez d'autres aides à hauteur de 20 milliards à peu près. Voilà, c'est ça les calculs. Et en plus, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise deviennent des professionnels de l'administration. Il y a même maintenant des entreprises qui sont spécialisées pour les conseiller, pour savoir comment avoir des subventions. Merci Gaspard Koenig. On peut le trouver Génération Libre sur votre site. Mot de conclusion, François Langlais? Non, pour le coup, je pense qu'il faut simplifier. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas d'impôt sur le revenu parce qu'elles ne font sur le bénéfice parce qu'elles ne font pas de bénéfice. Donc il ne faut pas non plus les pénaliser. Mais en tout cas, ne serait-ce que... Là, je parle de l'IS. Oui, ne serait-ce qu'une simplification permettrait, je crois. Si vous voulez, en fait... Simplifier formation. Nous payons 3 impôts en France. Il y a l'impôt avec son taux, mais il y a l'impôt avec son instabilité qui nécessite justement de gérer la complexité. Il faut une vraie politique économique. Bien sûr, avec sa complexité. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Passionnant. Tant pis, nos enfants paieront. Ne paieront pas, voilà, parce que vous êtes là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On reparle de tout ça du reste avec ce soir le salon des économistes.